Monsieur Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Pourquoi postuler comme premier vice-président de la Chambre haute du Parlement? J'ai postulé pour les raisons suivantes. D'abord, comme vous avez bien voulu le dire, je suis à ma 26e année au Parlement. J'allais dire au Palais du Peuple. Et ces 26 ans, je les ai passés à l'Assemblée nationale, où j'ai exercé beaucoup de fonctions. En tout cas, il n'y a que la présidence que je n'ai pas pu briguer. Et cela m'a permis d'engranger un capital important en termes d'expérience, en termes de connaissance des hommes, connaissance des règles parlementaires à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez vu mon CV, j'ai fait les interparlementaires, Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons initié la création de plusieurs forats interparlementaires en Afrique et j'en passe. Donc j'ai un capital, connaissance, expérience. N'oublie quand même pas que je suis juriste de formation et je suis un ancien magistrat. Je pense qu'après 26 ans à l'Assemblée nationale, il était temps que je puisse aussi me trouver au Sénat et mettre à la disposition du Sénat, la Chambre haute, ce capital pour son rayonnement, son prestige. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette expérience, ces cursus parlementaires m'a permis de connaître les règles, comme je l'ai dit, et de connaître aussi les parlementaires. Quels sont leurs problèmes? Quels sont leurs points de sensibilité? Leurs droits? La nécessité de leur offrir des espaces d'expression et d'action, parce que vous savez, on dit souvent qu'au Parlement, on s'exprime, on parle ou on démissionne. Alors qu'au gouvernement, on se tait ou on démissionne. Donc, j'ai ces bénéfices-là, de connaître ça et de connaître les règles du jeu. Si vous permettez, j'ai présidé la première commission de rédaction du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, première législature de la Troisième République en 2006. En 2006, oui. Et ici, je venais de présider aussi la commission. J'ai participé aussi à d'autres commissions à l'Assemblée sans reculer au niveau de la commission de règlement intérieur de la CNS. Vous savez, j'étais avec le professeur Liao et ainsi de suite. Donc vraiment là, je peux rendre service. La troisième raison, et n'est pas de moindre, j'ai exercé la fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Entre 2006 et 2009. Voilà, 3 ans. Avec Vital Kamerhe comme président. Oui, donc je connais la fonction, les responsabilités de la fonction, les exigences, et j'allais dire, le facilité du travail. Parce que comme je vous ai parlé du règlement intérieur, d'ailleurs c'est le même règlement qui a inspiré les autres règlements. À partir de ce moment-là, je crois que de ce côté-là, je n'ai rien à apprendre. Je m'y mets et puis on avance immédiatement. On rappelle et la dernière réunion, oui, vous voulez dire, oui, allez-y. La dernière raison, elle est majeure. Je viens des affaires étrangères. Non seulement j'ai fait la diplomatie parlementaire, longtemps, j'ai fait 20 ans à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne et pratiquement 19 à l'Assemblée parlementaire de la francophonie avec toutes les fonctions que j'ai exercées. Mais aussi, j'ai fait 3 ans de gestion aux côtés du président de la République, qui m'a fait ce privilège-là, d'une crise majeure. Je crois qu'en termes de relations bilatérales ou de relations extérieures, c'est la plus grande et la plus longue crise que nous avons connue jusque-là avec nos partenaires, pour ne pas dire nos voisins. Les pays et le peuple subissent une guerre d'agression aux conséquences multiples. Les hommes qui meurent, le patrimoine national pillé, les ressources est détruit. Nous sommes soumis à rude épreuve. Donc, c'est un défi majeur. J'estime là aussi que la mobilisation, on va en parler, au niveau du Parlement, doit être
intensifier, être avec le président, ne pas considérer que la gestion de cette crise majeure, c'est l'affaire du président seul ou du gouvernement, et se contenter d'interpeller, de questionner les membres du gouvernement. Il faut mettre la main à la pâte. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'estimais que je n'ai pas le droit de me taire et surtout d'être inactif. Et les lieux privilégiés avec tout ce background, pour moi, c'est ce poste-là. Alors, on rappelle que vous êtes parlementaire depuis 1993 ou 93. Ouais. 93, 97, 5 ans, puis de 2003 à ce jour, 21 ans, soit 26 ans cumulés, mais vous avez passé le plus de ce temps à la chambre basse du Parlement. Oui, exact. Et aujourd'hui, ou depuis décembre dernier, vous avez été élu député national, puis sénateur par la suite. Pourquoi cette fois-ci, contrairement aux précédentes législatures, vous avez choisi la chambre haute ou le Sénat? C'est ce que je viens de vous dire. J'ai fait longtemps à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, permettez un peu là, dans la salle de congrès. J'étais dans la salle de congrès. Et on dit que c'est la chambre haute. Il faut dire aussi, honnêtement, que c'est moins des gens. C'est 100, hein, disons pratiquement. 109. Si vous ajoutez la chambre d'État, c'est 108. Oui, 108 aujourd'hui. Et pendant que j'étais à l'Assemblée, bon, même quand j'étais ministre, je suis venu plusieurs fois à la Commission des Affaires étrangères du Sénat. C'est moins des gens, c'est-à-dire on a quand même un espace plus de réflexion que de parole, disons, voilà. Et moi, je me suis dit, bon, le Parlement, ce n'est pas que l'Assemblée. Il faut aussi aller faire l'expérience du Sénat. Et voilà, j'ai une très haute idée. Et il y a un intérêt aussi, que j'allais dire, intellectuel. Le président a annoncé, on va en parler, un chantier important. La réforme constitutionnelle, ou comme venait de le préciser, la révision de la Constitution. Et vous savez que le sénateur, on dit qu'il représente les provinces. Dans son interview avec votre station, avec Top Congo, le président a donné déjà... Il a circonscrit les cadres. Très bien. Et il y a au centre la question de la décentralisation. Parce qu'il a parlé, gouverneur, assemblée provinciale. Mais moi, depuis un temps, je crois qu'on avait déjà parlé avec vous ici, au Christian, il y a même 2-3 ans, je proposais exactement ça. Il faut évaluer la mise en œuvre de la Constitution plus d'une décennie après. Vous voyez? Et là, la brèche que le président ouvre, c'est en quelque sorte une aubaine pour nous. Et je considère, on va en parler, que le Sénat, qui a, j'allais dire, la mission principale de s'occuper des provinces, dont il est censé défendre les intérêts, c'est vraiment les lieux où maintenant, là, il faut appuyer pour améliorer la décentralisation. Ça nous rappelle le Christophe Lutundu là, de 2011 qui avait... à qui on reproche à tort ou à raison d'avoir initié la modification de la Constitution qui a fait passer le tour de l'élection présidentielle de 2 à 1 seul tour. Non, mais ça m'étonne. Vous voulez refaire la même chose? Je suis étonné, Thierry, excusez-moi de dire ça. On a déjà discuté de cela avec vous. Je vous ai même apporté des preuves écrites, ce qui n'est pas souvent le cas parce que nous n'avons pas souvent l'esprit des archives. Ça n'a rien à faire avec moi, l'affaire de la modification du passage de 2 tours à 1. Je vous ai dit ici, dans vos installations, que moi j'ai toujours défendu, depuis la Conférence nationale souveraine, et les gens le savent, le régime parlementaire, le 2 tours, la limitation de mandat. J'ai toujours défendu. Mais pourquoi on vous l'attribue? Mais parce que les gens, quand on n'a rien à me reprocher, on s'accroche à ça. Vous n'y étiez pour rien? À l'époque, vous étiez de la majorité présidentielle. Oui, mais je n'étais pour rien. Avec Joseph Kabila. J'insiste encore sur le fait que... Et vous avez défendu ce passage? Non. Attendez. Je n'ai pas parlé. Et je sais que ce jour-là, on n'a pas voulu trop me donner la parole parce que chacun voulait se réclamer devant le président Kabila d'avoir été les défenseurs de la thèse. Oui, bien au contraire, moi j'étais meurtri. Vous pouvez demander à Évariste Bouchard, qui était président de l'Assemblée, l'entretien que j'ai eu avec lui dans son bureau. Je lui dis, mais Évariste, c'est un problème pour moi parce que tout le monde connaît mes options.
en termes de gestion de l'espace politico-administratif, et attendez un peu là, et en termes de régime politique. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi vous, des médias, alors que je vous ai produit des documents authentiques, vous voyez, à parler à Minakou, à André Atundu Niyongo, nous étions tous la majorité. Faut dire, ça ne vient pas de nous, ni de Minakou, ni de moi, ni d'Atundu. D'ailleurs, Atundu n'était même pas parlementaire. Vous voyez, c'est arrivé, bon, c'est passé. Alors, on me colle ça, parce qu'on cherche où m'accrocher. C'est ça. Mais parce que, entre autres, après le vote de ce passage de 2 à 1 tour, vous êtes parmi les cadres de la famille politique, l'ancienne famille politique du chef de l'État, qui avait défendu ce vote. Mais où et quand? À travers les médias. Quels médias? Vous n'en avez jamais parlé? Mais je vous demande quel média. Je vous donne votre cas. Vous n'en avez jamais parlé? Non, attendez. Donc vous n'étiez ni l'initiateur, ni le défenseur de ce passage de 2 à 1 tour. Non, on peut me produire les images et le texte, parce que la technologie moderne, en termes, on vous appelait quoi, nouvelle technologie de communication et d'information. En tout cas, vous ne vous y étiez pas opposé à l'époque. Ah, je ne me suis pas opposé, ça c'est clair. Moi, je suis un homme qui fait un effort pour garder la froideur du scientifique. Je n'ai pas fait d'université pour commencer à raconter des histoires. Non, c'est pas ça. Il y a un moment où on défend une position politique, mais il faut les assumer. Il faut les assumer. Vous comprenez? Je ne me suis pas opposé, je n'avais pas les moyens de m'opposer, et j'avais un choix de fond. M'opposer signifie que je quitte la majorité. Il faut être clair. Il faut prendre ses responsabilités. Quand on s'est opposé, par exemple, à la révision de la Constitution, aux tentatives du président Kabila d'aller au-delà des 2 mandats, nous avons créé le G7 avec Faisal Mwando, je m'incline devant sa mémoire, Kyungu Kwakumwaza, Pierre Lumbi. On est parti, faites-nous justice. Vous avez quitté la majorité. Alors, on va justice, pas. voilà. C'était une page de l'histoire. On va revenir sur vos ambitions actuelles. Aujourd'hui, vous êtes sénateur, et avec ce background, avec ce CV aussi fourni, et ces raisons que vous venez d'évoquer, vous voulez briguer le poste de premier vice-président. C'est un poste préféré pour vous? Vous l'avez déjà occupé à l'Assemblée nationale. Pourquoi seulement le poste de premier vice-président, alors que vous pouviez clairement, avec ce CV, être président, être candidat président? Non, mais il y a des paramètres politiques. Bon, il faut encore une fois faire une analyse rigoureuse. Il faut être comme quelqu'un qui est devant le miroir. Si vous ne vous êtes pas peigné les cheveux et que vous refusez de vous en apercevoir, vous allez sortir vous promener les cheveux et bourriffer. Vous comprenez? Bon, je fais une analyse, je vois les forces en présence, de préférence, tous les équilibres politiques, et je me dis non. Il y en a qui ont peut-être un peu plus de chance, pas peut-être surtout, mais peut-être en termes d'appui politique. Vous comprenez? Et ensuite, je venais de vous donner des raisons simples. À mon avis, moi, je n'aime pas aller. Aujourd'hui, par exemple, je ne peux jamais demander d'être questeur. Quoique, vous avez vu mon CV. Vous avez un master en finances publiques. Parce que j'ai mon master, je n'ai jamais pratiqué les finances publiques. Donc, vous ne me demandez pas d'être candidat questeur. Non. Donc, j'estime que, en toute honnêteté, mon choix, c'est un choix de raison, de responsabilité et d'efficacité dans ce que je peux faire dans ma vie. Raison, responsabilité et efficacité. Ce n'est pas du goût des membres de votre regroupement politique, AB. C'est leur droit. Le regroupement politique qui est derrière la candidature du sénateur indépendant Sama Lukonde Kyenge, votre ancien Premier ministre dans son gouvernement. Sama Lukonde, candidat président, vous, candidat premier vice-président, ce qui ne plaît pas au regroupement politique AB. Du coup, vous êtes allé sous l'étiquette de votre propre parti politique, l'Alliance des démocrates pour le progrès. Pour quelles raisons vous allez en rébellion avec votre regroupement politique? Je vais vous dire ceci. Il n'est pas dans mon caractère, même dans ma nature, d'amener ce type de problème qui relève un peu plus des choix privés sur la place publique. Et puis bon, nous sommes dans AB, nous sommes quand même de hauts responsables. Vous avez parlé
de l'ancien Premier ministre. Moi, je suis un ancien vice-premier ministre. Je suis un ancien vice-président de l'Assemblée. Non, ce ne sont pas des questions que je peux porter sur la place publique. Il y a de l'effervescence autour de la gestion des ambitions. Et vous savez que ici, comme dans tous les pays du monde, même à l'intérieur des microcosmes politiques, la gestion des ambitions conduisent parfois à des inimitiés. Je crois que ni le premier Sama, ni d'autres amis, ni moi-même, on ne veut pas tomber dans ce piège-là. Je veux tout simplement faire remarquer que, le premier Sama, mon ancien Premier ministre, avec qui nous avons de bonnes relations d'amitié, il est candidat à la présidence. Ouais. OK? Moi, je suis candidat à la première vice-présidence. Il ne peut pas y avoir match. Oui, mais deux postes... Oui. Deux postes dans le même bureau ne peuvent pas être attribués au même regroupement politique au sein de l'Union sacrée. Attendez, il s'est présenté comme indépendant. Mais il est soutenu par votre regroupement politique, comme il peut être... qui vous avait clairement demandé. Nous avons, M. Lutundu, là, nous avons pu quand même réunir quelques informations. Oui, votre regroupement politique vous avait clairement demandé de ne pas postuler comme premier vice-président pour ne pas faire de l'ombre à la candidature de Sama Lukonde. Vous êtes mal informé, je vais vous aider. En tout cas, ce sont les cadres du regroupement qui me l'ont dit. Vous êtes mal informé, je vais vous aider, mais encore une fois, je ne peux pas enfoncer le clou sur ce qui peut nous diviser. Ce n'est pas mon rôle. C'est irresponsable de ma part. Mais ça vous divise déjà? Non. Ça vous divise déjà? C'est une gestion de la conjoncture politique. Et c'est illusoire de penser que lorsqu'on est dans une dynamique politique, ce genre de choses n'arrivent pas. Tu comprends? Est-ce que vous avez discuté des ambitions? Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y. Et donc, il est candidat. Il a été élu comme indépendant. C'est son droit. Peut-être que j'aurais dû le faire, mais bon, moi j'ai une autre perception. Moi, je suis candidat premier vice-président. Et nous ne sommes pas les seuls dans au Sénat, ou même à l'Union sacrée, à avoir plusieurs candidats. Ceci dit, je n'ai pas envie d'y revenir. Deuxièmement, vous avez le règlement intérieur. Lisez-le. L'article 27, c'est quoi, alinéa 2 ou 3? Alinéa 3. Les candidatures je vais le lire rapidement, parce que je sais que vous l'avez amené à dessein pour me taquiner. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées par les partis politiques, les regroupements politiques et par les sénateurs élus indépendants auprès du président du bureau. Je voudrais vraiment qu'on passe à autre chose. C'est pas ça l'essentiel. Les Congolais n'ont pas besoin de suivre ça. Les Congolais ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fera au Sénat. C'est ça. Et donc, moi, je suis présenté par mon parti. Et là, j'ai fait bien la part des choses. Même si l'AB n'a pas de candidat AB, je ne peux pas me permettre de faire porter à l'AB le poids, la responsabilité de ma candidature. C'est mon parti. Et pour votre connaissance, votre information plutôt, en fait, c'est le copier-coller de l'article 104 de la Constitution, qui dit qu'on peut être candidat. Donc là, c'est fait. Je souhaite ardemment que le premier Sama gagne, que moi-même aussi, je gagne, et que d'autres amis qui sont candidats, qu'ils soient de l'UDPS, qu'ils soient de AFDC, qu'ils soient... d'autres regroupements de l'Union sacrée, gagnent. Ouais. Et c'est sûr qu'après cette effervescence, vous serez surpris. Nous allons travailler ensemble pour honorer le président de la République, pour l'accompagner au Sénat dans son combat pour la souveraineté, l'indépendance et le développement de notre pays. Tout cela, ça sera de l'histoire ancienne. Et je voudrais que ça commence à être de l'histoire ancienne maintenant. On va clôturer ce chapitre, mais vous ne pensez pas que votre posture, c'est plutôt du nombrilisme? Plutôt que d'aller dans le cadre d'un ticket du regroupement, mais si vous avez profité de ce passage de l'article 27 du règlement intérieur du Sénat qui vous permet d'aller sous l'étiquette de votre parti politique. Non, mais attendez là, pourquoi est-ce que je suis dans un parti politique? Parce que ce parti politique fait partie d'un regroupement. Mais attendez là, qui a au-delà de la petite polémique, parlons vrai. Un parti, c'est quoi? C'est une organisation avec des idées, avec un projet, être au pouvoir et les exercer. À partir du moment où vous faites partie d'un regroupement politique... J'espère bien qu'on se comprend. Lisez l'article, je crois, 21, 26, quelque chose comme ça, de la loi électorale. Le regroupement, c'est quoi? Association des partis. Hein?
pour se présenter aux élections. On ne parle même pas de l'idéologie, même pas de programme. Ça ne signifie pas que le parti se nie, ça aliène son autonomie lorsqu'il est dans un regroupement. Et il faut lire le texte constitutif de regroupement. Dans tous les regroupements, l'autonomie du parti est affirmée. Et la Constitution est dans cet esprit. Si vous lisez l'article 111 de la Constitution, le sénateur, on fait un peu de la pédagogie, sans polémique, les sénateurs, les députés, qui quittent le parti dans le cadre duquel il a été élu, Il perd son mandat. Mais pas qu'il quitte le regroupement. De 2 ou de 3, le parti peut à tout moment quitter le regroupement. Pour aller au gouvernement, non. C'est Abbé qui a négocié ou ce sont les partis politiquement d'Abbé pour aller au gouvernement, qui ont négocié? Oui. Non. D'abord, pour votre information, l'Abbé est créé juste à la faveur des élections. Oui, mais pour aller au gouvernement, vous avez négocié un quota dans le cadre de Abbé? Non, moi je ne sais pas parce que des partis politiques qui a négocié. Moi je ne sais pas, parce que moi je n'étais pas associé aux négociations. Et nous ne sommes pas à l'Abbé comme ça. Nous avons apporté 5 députés nationaux. Oui, je rappelle, vous avez votre parti politique a un sénateur, c'est vous. C'est moi. 5 députés nationaux, 5 députés provinciaux et un gouverneur de province. Celui du Donc nous ne sommes pas une quantité négligeable. Et à partir de ce moment-là, s'il vous plaît, allons à l'essentiel. C'est une polémique qui est bien pour peut-être le confort intellectuel, pour la pédagogie, ou la petite polémique que des hommes politiques ont toujours avec les journalistes qui sont taquins. Ça fait bien. On va revenir à votre candidature comme premier vice-président du Sénat. Mais oui. Si Abbé vous demande aujourd'hui, politiquement, de vous retirer à la faveur de Samalou Condé, vous le ferez? C'est trop tard parce que ça va être de l'irresponsabilité. Ils ont même fait le recours. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand les vents passent, nous allons nous retrouver et continuer le travail aux côtés du président. Bien sûr, et parce que vous êtes Congolais, journaliste, je suis à l'aise, regardez la liste de regroupement aux élections les avant-dernières, c'est 2011. Prenez la liste, prenez le regroupement actuel. Et Thierry, je souhaite qu'on se voit même en privé. Vous me disiez, mais monsieur le sénateur, sur autant de regroupements, de 2011, il en a resté autant. Christophe Lutundu, au moment où nous tournons cette émission, la commission mise en place à la Chambre haute pour examiner les candidatures a validé la vôtre, mais vous serez en concurrence avec José Kalala, sénateur d'un parti mosaïque de l'UDPS Tshisekedi, Union des valeurs des valeurs tshisekedistes. Ah, c'est c'est AV, hein? Oui. Alors, allez, ça sera soit vous, soit lui. Quelles sont les chances que vous vous donnez par rapport à lui? Tout le monde a des chances. C'est tout. Tout le monde a des chances. C'est ça le jeu démocratique. Qu'est-ce que vous pensez? Et je voudrais un peu connaître d'ailleurs mieux mon collègue parce qu'au-delà de compétition électorale, on va travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pensez que les sénateurs vont prendre en compte pour vous donner, vous, les faveurs des voix dans ce scrutin plutôt que lui? Je ne prends pas la question de cette manière-là. C'est prétentieux. Je n'aime pas ça. Moi, je n'entre pas dans ce type de posture. En fait, vous voulez savoir quelle est mon offre politique. Ça me met plus à l'aise. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous avez bien fait d'ailleurs, je vous en remercie de me poser des questions sur les raisons. Et à partir de ces repères que je vous ai donnés, je peux vous dire que j'ai une offre politique à faire aux collègues sénateurs et aux collègues sénatrices pour que nous puissions atteindre ce que moi j'ai appelé d'un mot le rayonnement et le prestige du Sénat, en tenant compte évidemment des éléments de conjoncture, c'est-à-dire des priorités du moment. Et dans mon cas précis, quelles sont les attributions
du premier vice-président. Parce que moi, je ne peux pas venir vous dire, je ferai ça, à la place du bureau ou du candidat président. À partir des attributions, est-ce que moi je considère comme les points essentiels? Vous avez la législation. Le premier vice-président est chargé de questions législatives et par conséquent des travaux parlementaires. Il est chargé de relations avec la Cour constitutionnelle notamment, avec les institutions d'appui à la démocratie. Ouais. Il est chargé de groupes politiques, de groupes provinciaux. Il est chargé de des relations extérieures et interparlementaires. Voilà, c'est sous ces axes-là que je vais essayer, parce que bon, à la télé, à la radio, on a un temps limité, de donner un peu les éléments de mon offre politique. La législation, je vous ai parlé du chantier que le président ouvre. Moi, je voudrais voir les sénateurs jouer un rôle actif concernant la décentralisation. Et la révision constitutionnelle. Oui. C'est-à-dire que nous devons être, sinon les vecteurs, les moteurs de la décentralisation, mais à tout le moins les centres d'impulsion. Il faut réfléchir profondément, parce que Thierry, vous êtes parmi les journalistes qui sont vraiment ancrés dans la matière politique. Ça a déçu quand même la décentralisation. On ne s'attendait pas à ce qu'on a aujourd'hui. Je ne reviens pas à ce que le président a dit, tout ce qui est nébuleuse, des crises politico, j'allais dire même financières, la déstabilisation des entités provinciales, c'est gênant, mais disons quand même les choses comme ça, que les assemblées provinciales se transforment vraiment en lieu de prédilection, de corruption. Si vous faites, par exemple, les statistiques, combien d'édits, les édits pour ceux qui nous écoutent, ce sont les lois des assemblées provinciales. Combien d'édits à chaque législature, les députés provinciaux votent? Les statistiques seront très... Le volume est très faible. Très faible, ouais. Très faible. Et les motions, c'est beaucoup... Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Et les interventions intempestives du pouvoir central dans le fonctionnement des institutions provinciales. Les ministres de l'Intérieur, on a suspendu telle assemblée. Dans le temps, je sais qu'on est même allé jusqu'à fermer à clé certaines assemblées provinciales. Oui, mettre la garde. Donc c'est sur ça que vous allez essentiellement... Oui, ouais. Donc nous devons profiter de l'initiative judicieuse et lumineuse du président pour promouvoir des réformes. Et pour cela, il me semble, et le président a déjà donné l'idée, lorsqu'il a parlé de la transversalité de la question, de la multidisciplinarité de la question, nous pouvons, et si les collègues me font confiance le samedi, lors du vote, avant le mois de septembre, je vais déposer au bureau du Sénat une initiative pour organiser un colloque sur la décentralisation, qui va réunir les politiques, sociétés civiles, les scientifiques, en mettant l'accent sur les scientifiques nationaux, et le président Tshisekedi en a parlé, pour que nous puissions déjà préparer les matériaux de la révision de la Constitution sur ce point-là. Et la révision de la Constitution, il y a la question de la justice, mais pas ça ne concerne pas essentiellement les provinciaux. Alors, il y a aussi en matière de législation, les initiatives de loi, les propositions. On dit, j'ai fait 26 ans. Les statistiques ne sont pas tout à fait, comment est-ce que je veux dire, réluisantes pour le Sénat, même pour l'Assemblée nationale. Hein. La plupart des lois sont des lois qui viennent du gouvernement. Vous voyez? Des projets de loi. Oui, des projets de loi qui viennent du gouvernement. Donc, il faudra que je puisse renforcer l'encadrement des collègues, bureaux d'études, les assistants parlementaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ce ne sont pas des porteurs de mallettes, ce sont des universitaires. Dans d'autres pays, parce que j'en ai l'expérience, ce sont les assistants, Thierry, qui préparent les plénières pour les parlementaires, qui font des bulletins sur l'actualité et ainsi de suite. Donc, là aussi, moi, je considère qu'il faut donner un coup de pouce pour les initiatives législatives. Et un des points, vous savez, vous nous voyez souvent voter les lois de ratification, des accords signés à l'extérieur. Mais on vous dépose le projet du gouvernement et le lundi, on vous dit non, il faut aller vite parce que le président doit ratifier et vous votez, j'allais dire, je m'excuse le terme, un peu à la va-vite.
Alors moi, j'ai une idée simple. Et j'ai défendu ça plusieurs fois depuis que je suis là. Il faut discuter avec le gouvernement pour voir comment établir un système d'information en amont, pendant les négociations des sénateurs, pour que quand on dépose l'accord à ratifier, on est déjà au courant et on y a déjà contribué. Monsieur Christophe Lutundola, je voudrais que fort de votre expérience de parlementaire, fort de vos 26 ans de vie parlementaire, nous puissions organiser prochainement, après ces élections, une émission pédagogique au cours de laquelle on va vraiment expliquer le rôle du Parlement, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais juste les dernières questions avant de se quitter. Il y a quand même d'autres choses. Malheureusement, on a passé beaucoup de temps sur des questions politiciennes, en fait. Hein? Si vous permettez, je vais dire un mot, par exemple, sur la question de la décentralisation. Là. Il y a deux choses importantes. Permettez vraiment, et la diplomatie parlementaire. La première question. Vous savez, quand vous lisez l'article 135 de la Constitution, il y a ce qu'on appelle le droit du dernier mot. C'est-à-dire quoi? Quand, après le vote de la loi, de deux côtés, le texte n'est pas le même. Le Sénat a voté un texte, l'Assemblée a sa version. On se retrouve en commission mixte. Si on ne se met pas d'accord, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais, profitant de la révision de la Constitution, qu'en matière de décentralisation, organisation et fonctionnement des entités décentralisées, provinces et tout, que le droit de dernier mot revienne au Sénat. Au Sénat. Ça me paraît vraiment essentiel sur ce point-là. Donc, je voulais dire ça aussi. Dans ce cas, il faudra retoucher la... Mais ce que je dis, c'est ce que je dis. Il faut profiter de cette occasion pour retoucher à cette affaire-là. Diplomatie parlementaire. Si vous regardez actuellement, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont battus aux côtés du gouvernement et du chef de l'État dans la gestion de la crise, seulement au niveau des interparlementaires. Où, il faut reconnaître, j'ai vu le professeur Mbata, j'ai vu mon jeune frère Mundela, qui était premier vice-président au Sénat, ils ont quand même réussi à faire adopter dans certaines circonstances des résolutions dans les forats interparlementaires. Avec Mundela, il y a même des fois, on discutait, moi, ministre des Affaires étrangères, je devais donner des inputs. C'est limité à ça. Mais il y a un champ qui est ouvert, qui me paraît plus efficace. Lequel? Bilatéral. Nous n'avons pas communiqué avec nos collègues des parlements des pays amis, des pays limitrophes, des pays africains. Des pays susceptibles de soutenir les positions de la RDC. Leur expliquer et faire naître des dynamiques. Regarde même ici avec le Congo-Brazzaville. Pendant tout ce temps, on n'a eu aucun contact pour dire, chers frères, avec qui on peut oser dire ça. Voici la situation, voici la vérité des terrains. Vous voyez? Donc moi, je voudrais, si je suis élu, avant le mois d'octobre, parce que nous aurons les vacances, les députés sont en vacances, il faut créer une dynamique de ce qu'on appelle les groupes d'amitié. Parce que chez nous, nous avons le groupe national, c'est branché sur les interparlementaires, et le groupe national, c'est le groupe d'amitié, c'est bilatéral. Et on les crée avec la Chine, avec les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, la Tanzanie et tout. Et on essaye vite de parler à nos collègues qui normalement, dans beaucoup de pays, là nous sommes beaucoup en retard, nous les Africains. Vous trouverez dans beaucoup de pays, dans les assemblées législatives, de groupes, par exemple, France-Afrique, France c'est tel pays, et nous allons parler avec nos collègues, leur donner des éléments de contact, de communication avec leur gouvernement. Ces champs n'ont pas été explorés. Et enfin, la question des missions à l'étranger. Les missions à l'étranger ne sont pas des promenades de santé ou des promenades de visites touristiques. Ce sont des missions de travail où on porte la voix de la RDC. Étant entendu, bien sûr, que nous, la diplomatie parlementaire, c'est une diplomatie d'accompagnement. Parce que l'article 91 de la Constitution dit que la politique de la nation est définie par le gouvernement en concertation avec les chefs de l'État. Le gouvernement en assume la responsabilité, entendu que la politique extérieure est un domaine de collaboration. Donc nous relayons la position du gouvernement, la politique du gouvernement. Et donc nous avons là un instrument de travail qu'on n'a pas encore exploité à fond. Il faut qu'on se jette dans la bataille
nous allons gagner avec le président Tshisekedi. La victoire sera une victoire dans la gloire et la dignité. Et les sénateurs doivent se mêler à cette dynamique, à ce combat patriotique. Je voudrais le voir vraiment avant la fin de ce qu'on dit. Voilà la contribution du sénateur. Je rappelle que cette émission est enregistrée dans le cadre de la campagne. C'est évident. Au niveau du Sénat, raison pour laquelle nous nous sommes limités aux questions liées à ce grand thème. Dernière question, ça vous arrange Hélas, j'ai pas parlé de la caisse des péréquations. On verra, on aura l'opportunité. Voilà. On a voté la loi sur la caisse des péréquations, Thierry. Vous connaissez la caisse de péréquation. Tout à fait, tout à fait. Mais on l'a pas mise en application. On va y revenir. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas mise en application. C'est pas normal. On va y revenir. Ouais. Mais ça vous arrange que, contrairement à l'Assemblée nationale, l'Union sacrée n'ait pas composé un ticket officiel, raison pour laquelle chacun de vous ça m'arrange, c'est vous mentir. Lorsqu'on est dans une mouvance, dans une dynamique commune, il faut un minimum. Malheureusement, cette fois-ci, on a donné la mauvaise image d'aller en dispersion, mais moi je crois que ce n'est que conjoncturel. Je pense que les choses seront remises en ordre parce que, on n'a pas encore capitulé, nous avons le pouvoir. Nous avons la majorité à l'Assemblée et au Sénat, nous avons le chef de l'État, nous avons le gouvernement. Il faut faire les rappels, battre le rappel. Vous espérez encore un ticket officiel? Non, pas les tickets. Je ne parle pas de tickets. C'est pour ça que je dis que la conjoncture va passer. C'est un événement. Quelle qu'ait été son importance, c'est de la conjoncture politique. Vous comprenez? Donc là, il faut dire que on ne l'aurait pas souhaité. Mais de l'autre côté aussi, c'est la démocratie. Les élections c'est mieux ouvertes, que chacun postule plutôt que de subir les injonctions d'une famille politique. Non, je ne vois pas dans ces termes-là. Pas dans ces termes. Et la cohésion dans un groupe, bien sûr, c'est pas forcément un groupe idéologique, parce que là, il y a des libéraux, entre guillemets, parce que cette notion, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, au Congo, comme ailleurs, des idéologies différentes, des tempéraments différents et tout, mais il faut qu'on ait un tronc commun de l'union sacrée. Et je mets le vœu qu'après toutes ces expériences, qu'il plaise au chef de l'État d'initier, de prendre des initiatives en tout cas importantes pour recréer un minimum, je dis un minimum, ne nous leurrons pas, ne racontons pas des histoires, nous ne sommes pas les enfants de cœur, et puis nous n'avons pas encore un tronc commun en termes de valeurs et d'objectifs. Donc, je ne perds pas de l'espoir. Et puis je dis, la démocratie étant là, normalement, on aurait dû même avoir entre nous. Le président avait initié une bonne chose, les primaires, la fois passée, tu vois. Mais ça va passer. La semaine prochaine, vous savez, on ne parlera plus de ça.